Bonjour à tous. Effectivement, je voudrais passer en revue avec vous quelques ébauches, quelques pistes. En fait, on est au début de l'aventure sur l'IA dans les médias, mais on sent bien qu'elle va bouleverser notre secteur, comme les autres, hein. Elle va bouleverser notre secteur un petit peu dans tous ses composants, de la fabrication à la distribution. Parce elle est en train de s'insérer doucement mais sûrement dans l'ensemble des étapes de la chaîne de valeur des médias. Alors, avant de voir ensemble un peu plus en détail dans quelles tâches elle pourrait nous assister, voire même parfois nous remplacer, vous donner quelques éléments quand même de contexte et pourquoi elle va être aussi essentielle pour nous, les médias. Alors, si jamais je peux faire bouger cette espèce, si on n'arrive même pas à faire, voilà, si quand même. Le développement des nouvelles technos qu'on voit depuis quelques années, et plus particulièrement celui de l'IA, nous amène à essayer de résumer ce que veut dire la relation entre le média et le public. Alors, nous, on aime bien ce terme d'expérience, ce nouveau paradigme d'expérience, d'une expérience audiovisuelle qui est caractérisée, selon nous, pour faire très schématique, par les trois lettres C. C comme contenu, C comme contenant et C comme contexte. Contenu, évidemment, besoin d'un contenu de haute qualité, un contenu parfois premium, évidemment à forte valeur ajoutée pour être différent de ce qui peut être présent en ligne. Contenant, vous le savez, ce n'est plus seulement, par exemple pour la télévision, des postes de télé, mais évidemment l'ordinateur, le mobile, voire la tablette, et surtout maintenant de plus en plus contexte. Contexte de consommation, contexte de visionnage, que ce soit le matin dans le bus, dans le tramway, dans le métro, dans le train, mais aussi en allant au travail ou par exemple le soir en famille. Le tout évidemment face aux consommateurs, ce qui est, qu'on le veuille ou non, finalement le quatrième C de cette équation, et une équation compliquée. Parce que effectivement, ce que recherche aujourd'hui le consommateur, c'est pas seulement des contenus. C'est désormais bien des expériences. Et les 3C ou les 3C, oui, que je viens de passer en revue devant vous sont désormais des composants absolument incontournables d'une bonne expérience du public. Et l'intelligence artificielle va justement nous aider. Elle va nous permettre de calibrer nos contenus pour qu'ils soient le mieux possible, pas parfaitement, mais le mieux possible adapté à ces 3C. Des contenus qui vont être sélectionnés sur mesure de plus en plus pour chaque utilisateur, qui vont être adaptés à l'écran qu'il utilise et qui vont être de plus en plus désormais adaptés au contexte dans lequel justement ce consommateur évolue. Une autre idée que je voudrais partager avec vous, c'est la transformation des médias, en tout cas des masses médias. Vous le savez, on était jusqu'à il y a quelques années en train de balancer à tout le monde finalement la même chose, sous un mode carpet bombing, à la même heure, le même contenu, de manière indifférenciée. Et nous sommes en train de passer à des médias de précision. Des médias de précision qui sont plus fins, qui ciblent plus finement. Et demain, à une personnalisation de masse, grâce à l'intelligence artificielle, on va pouvoir, et grâce à la collecte absolument incroyable et massive de données, on va arriver dans cette ère de personnalisation de masse pour segmenter de manière beaucoup, beaucoup plus fine nos cibles et évidemment pour proposer des contenus sur mesure. Alors, comment se fait l'intervention, comment s'immisce finalement l'intelligence artificielle à l'intérieur des étapes, à l'intérieur de la chaîne de valeur de ces contenus? Évidemment, le grand sujet, c'est l'exploitation des données. Et l'exploitation des données, elle se fait sur deux plans. Elle se fait pour mieux connaître
et mieux adresser, comme on dit en bon français, le public. Et puis elle se fait aussi, évidemment, pour essayer de produire plus smart, pour produire de manière un peu plus intelligente. Alors, plus intelligente en matière d'intelligence artificielle, ça veut dire utiliser des données pour indexer, pour hiérarchiser des données externes qui nous viennent des nouveaux services, qui nous viennent des appareils, qui nous viennent des applications, mais aussi en interne, qui vont nous venir d'une bonne indexation des contenus et des images ou des articles. Ça veut dire qu'il va falloir qu'on passe dans une autre logique à l'intérieur des médias. Et cette logique, elle va reposer sur l'incroyable importance que vont avoir et qu'ont déjà les bases de données pour créer des services et des médias et des contenus, beaucoup mieux calibrés pour s'aider de cette intelligence artificielle. Alors, je voudrais passer avec vous, et puis tout à l'heure dans la table ronde, on va en parler, quelques chapitres ou quelques modes applicatifs de l'intelligence artificielle dans les médias. Où est-ce qu'elle est utile et où est-ce qu'on l'utilise déjà? On l'utilise déjà, par exemple, dans la veille et dans l'écoute. Hein, l'IA, elle transforme déjà les premières étapes de la création. On écoute, on regarde, on scrute les réseaux sociaux grâce à des algorithmes pour repérer des tendances, pour repérer des sujets porteurs, pour repérer ce que dit le public, ce que disent les données des utilisateurs pour comprendre leur comportement et leurs attentes et permettre ainsi de mieux recommander des contenus qui seront de plus en plus pertinents. Alors, ces machines font de ce qu'on appelle de la curation, du tri dans tout ce qui se passe en direct. Vous voyez à l'image quelques entreprises qui font ce travail de surveillance, de traquage, des réseaux sociaux et qui se permettent d'agréger les posts et de les rendre un peu plus pertinents. Ce qui est intéressant aussi, c'est que ça nous permet dans les rédactions d'aller chercher des signaux faibles un petit peu avant les autres, pour voir des choses qui pourraient se produire et qui pourraient gonfler ou avoir de plus en plus d'importance. Ça permet aussi de cartographier l'opinion. Vous allez voir que de plus en plus, les sondages d'opinion qui marchent sur des échantillons assez faibles vont probablement, dans une grande partie, laisser la place à des méthodes de cartographie de l'opinion sur des immenses champs de données, beaucoup plus révélateurs que des échantillons. Il y a une bagarre qui se passe entre les statisticiens en ce moment sur ce sujet, mais c'est un des champs qui arrive. Aide au traitement de données. Effectivement, l'IA va être utile, notamment au journalisme d'investigation. Vous savez, par exemple, que BuzzFeed entraîne des machines pour assister les journalistes dans les enquêtes, dans certaines enquêtes. Ça s'est fait récemment. Ils utilisent des algorithmes de machine learning pour analyser des données de millions de vols aériens. Je crois qu'ils l'ont fait dans un sujet sur les avions espions. L'IA, elle va aussi aider dans la vérification des contenus. Et je pense que l'un des champs d'application les plus importants qui sont devant nous, je pense qu'on en reparlera ce matin et j'en reparlerai aussi, c'est évidemment le fact-checking et la vérification de la véracité des contenus dans un univers où la désinformation est en train de croître et où je pense qu'on n'a encore rien vu en matière de fake news. Hein. Vous savez que le deepfake, ce qu'on appelle le deepfake, c'est-à-dire les fake news de plus en plus incroyablement sophistiquées en matière de technologie sont en train de se développer, vont permettre de faire dire à des gens ce qu'ils n'ont pas dit, vont nous faire croire à des événements qui n'ont pas eu lieu, avec des vidéos extraordinairement réalistes, et il va nous falloir, nous, dans les rédactions, travailler à débunker ce genre de choses. On ne pourra pas le faire seul, on ne pourra le faire qu'avec des outils sophistiqués qui nous permettront de nous aider à essayer de trier le vrai du faux. La prédiction, évidemment, l'IA devient un outil d'aide à la décision pour produire les projets. Ceux qui, selon nous, ont le plus de chances d'être pertinents et de séduire le public. Elle va analyser des contenus avant leur distribution pour prédire le potentiel succès commercial. Vous savez que Netflix utilise de manière assez importante ce qu'on appelle le A/B testing et le test en amont de contenu pour éventuellement modifier certains contenus, certaines séries, certaines œuvres. Alors, il n'est pas question
où il n'est pas encore question, disons, de remplacer le créateur, mais ces outils aident extraordinairement en fonction, évidemment, des cibles et des audiences qu'on veut essayer de trouver. Vous avez déjà des startups comme Scriptbook en Belgique ou Volt en Israël qui analysent les scripts des scénarios pour essayer de regarder qu'est-ce qui sera le plus pertinent et qu'est-ce qui sera le mieux positionné en fonction évidemment des cibles socio-démographiques de l'audience. Mais vous avez aussi des journaux qui aujourd'hui développent de l'intelligence artificielle. Je pense au journal suisse Le Temps, que vous voyez à l'écran, qui a développé un outil qui s'appelle Zombie, qui identifie ses meilleurs articles grâce aux données, qui attribue un score de pertinence selon des indicateurs qu'il se choisit. Évidemment, ces indicateurs peuvent être le temps de lecture, l'historique de l'audience, l'engagement, et va conseiller sur le meilleur moment pour la rédaction de les republier et afin d'atteindre évidemment des nouvelles audiences. Autre champ d'application, le traitement de l'image. L'IA va aider à la post-production de l'image, elle va aider aux effets spéciaux. Alors tout un tas de startups ou même de boîtes beaucoup plus élaborées. Est-ce que demain on n'aura plus besoin de refaire les prises? Est-ce qu'on n'aura plus besoin de faire du doublage? Est-ce que tout ça va être fait automatiquement? Est-ce qu'on pourra faire revivre des stars qui ont disparu? Ce sont des champs d'application qui sont en train de se développer effectivement dans les médias. Et puis je vous parlais de la manipulation de l'image. Je pense que vous avez tous vu ces images d'Obama parlant alors que ce n'est pas lui qui parle. On lui fait dire des choses qu'il n'a pas dites grâce effectivement à ces technologies de deepfake. Et puis, on arrive à des choses un peu plus touchy, un peu plus sensibles dans les rédactions et pour les journalistes, et c'est bien normal, c'est la conception automatique de contenu. Ce sont les robots journalistes qui écrivent déjà des dépêches ou des articles. Et ça existe et ça monte en puissance tout simplement parce qu'ils font un boulot que les journalistes ne devraient pas faire. C'est-à-dire que l'idéal, à mon sens, et on va en parler je pense tout à l'heure, c'est de permettre aux journalistes de produire de la valeur ajoutée et de laisser aux machines le sale boulot et le travail assez ennuyeux et rébarbatif. C'est en train de monter en puissance aux États-Unis, en Scandinavie, en France, on le verra tout à l'heure avec Syllabs par exemple. Mais ça existe aussi dans la création originale et dans le court-métrage où les machines commencent à prendre à faire du montage de vidéos par exemple. Vous le voyez bien, l'intérêt de cette démarche, c'est de libérer des ressources, de libérer du temps pour les rédactions ou pour les experts afin de faire des sujets évidemment un peu plus intéressants, à plus forte valeur ajoutée et permettre de libérer un peu de créativité. À noter aussi que ces machines permettent de réduire les erreurs. On sait que et en tout cas par des tests, que ce que font les Américains chez AP notamment, pour des dépêches automatisées très emmerdantes à faire comme des résultats financiers ou des résultats sportifs, n'ont plus d'erreurs dans les productions. Autre schéma, autre application, c'est la mise au format multiple. Je pense aux technologies de reconnaissance audio, reconnaissance visuelle, ce qu'on appelle le speech to text, la fabrication d'images à partir de texte. On est là entre des médias qui sont différents, c'est-à-dire de l'audio, du texte ou de la photo, et les machines reconstituent dans l'autre média les formats qui sont proposés. Ça, on va le voir de plus en plus parce que les logiciels de reconnaissance sont de plus en plus sophistiqués et sont de plus en plus utiles d'ailleurs. Je peux vous dire que si on avait eu du speech to text dans les rédactions ces dernières années, le travail des journalistes aurait été évidemment facilité. Personnalisation, c'est évident. La personnalisation va être l'un des champs les plus importants de l'intelligence artificielle, celle qui va permettre de faire des contenus taillés sur mesure, selon le profil des utilisateurs, qui seront personnalisés parfois même selon son parcours, selon le contexte,
selon son humeur, selon l'émotion. On arrive sur des choses beaucoup plus fines qui sont en train d'arriver. Et pour un média, cette personnalisation, elle passe par un équilibre extrêmement difficile à trouver entre une programmation qu'on avait l'habitude de faire avec nos instincts, avec le guts du journaliste ou le guts du créateur ou du directeur d'antenne ou du rédacteur en chef ou du patron de maison de disques qui savait à peu près au nez ce qui allait plaire, ce qu'on appelait l'expertise métier, qui reste nécessaire, mais qui n'est plus suffisante. Elle n'est plus suffisante parce qu'aujourd'hui, vous avez évidemment la recommandation des amis, autrement plus puissante, pour faire avancer et développer ou viraliser des contenus, et puis désormais la recommandation des machines. C'est donc ce trépied-là, c'est sur ce trépied-là que tous les médias essayent aujourd'hui de travailler. Et puis je vous parlais du tracking, en tout cas de l'évolution vers l'émotion. L'intelligence artificielle est aussi capable désormais de collecter de la data émotionnelle pour analyser les comportements, non seulement par nos clics, mais aussi par la manière dont on réagit, par nos émotions. C'est d'ailleurs l'un des derniers degrés de la personnalisation qu'on voit se développer aujourd'hui. Et vous avez des médias qui commencent à proposer des contenus adaptés à ce contexte émotionnel. Le tri, dans l'extraordinaire foisonnement de ce qu'on voit, le tri évidemment, trouver l'aiguille dans la botte de foin aujourd'hui, absolument fondamental pour tous les médias qui sont confrontés à la surabondance. L'accessibilité des contenus, c'est-à-dire permettre aux personnes qui sont en situation d'handicap ou pour des contenus qui seraient en langue étrangère d'avoir accès à ces contenus de manière simplifiée. Les machines, l'IA va jouer un rôle extrêmement important, et puis l'indexation automatique, les étiquettes, les métadonnées, l'archivage, tout ça pour essayer de favoriser ce qu'on appelle en mauvais français la découvrabilité, c'est-à-dire essayer de trouver, enfin de pouvoir mettre en valeur ou d'aider le public dans cet énorme foisonnement qui est en train de se développer, le bon contenu au bon moment pour la bonne personne. Tout un tas d'applications sur la distribution qui sont en train de se développer également, sur les bots que vous connaissez. Vous voyez donc on arrive vers les technologies qui commencent à arriver en France et qui sont extrêmement prégnantes aux États-Unis, en Scandinavie et au UK, que sont ces nouveaux assistants personnels bourrés d'IA et qui fonctionnent désormais avec d'autres interfaces que celles qu'on connaît. Et vous verrez que demain, les télécommandes, par exemple, de télévision vont être remplacées, ont déjà ces fonctionnalités d'interface vocale, que le search se fait désormais, je crois, à 20% par la voix et non plus par le texte, que les textos se font par la voix, etc. etc. Et demain nous aurons la voiture autonome bourrée d'IA également, qui nous permettra de pas seulement écouter de la radio, mais probablement de regarder des images et de regarder des contenus audiovisuels. Voilà un panorama très rapide, extrêmement superficiel, pour vous donner juste une petite idée de tous les domaines ou d'un certain nombre de domaines dans lesquels on est en train d'arriver. L'IA, vous le voyez, elle est synonyme d'efficacité et de rapidité, je pense. Elle pose aussi pas mal de problèmes. Vous le voyez dans le sujet des fake news, parce que la technologie, elle sert le bien, elle sert le mal également, et donc on va avoir des tas de problèmes à régler, et les humains, en tout cas les hommes seuls aujourd'hui, ne vont pas les résoudre de manière unilatérale. Il va falloir qu'il y ait une coexistence ou un travail avec les machines qui va être de plus en plus important. Et puis dans ce travail-là, nous, on pense absolument essentiel de garder beaucoup d'humains, et peut-être même d'en remettre un peu plus que ce qu'il y a aujourd'hui. Voilà un petit peu les choses que je voulais partager avec vous ce matin et qu'on partage au jour le jour sur un blog qui s'appelle metamedia.fr.